Nous avons les pieds sur terre ce matin en compagnie de Jean-François Strouf, ou je dirais presque dans la mer aujourd'hui. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa. Et oui, nous allons parler des océans, mais plus particulièrement d'un sujet quand même grave, un sujet franchement, qu'il faut mettre au tout début de la pile, en haut de la pile, je pense, à l'Assemblée nationale. Il faudrait peut-être le mettre en haut de la pile. C'est les microplastiques, parce que c'est un scandale. Alors, on sait qu'il y a des microplastiques dans les rivières, on sait qu'il y a des microplastiques dans les océans, dans les mers, on sait qu'il y a des microplastiques dans plein d'endroits, mais c'est palpable, c'est-à-dire des supports. Non, mais quand on parle des supports, c'est de l'eau, c'est quelque chose de palpable. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a des microplastiques dans l'air. C'est-à-dire que nous respirons des microplastiques. Et comment est-ce qu'on s'en est aperçu ? On s'en est aperçu dans une étude menée à partir de 2020 par des Allemands qui ont commencé à étudier, ils étaient en charge d'analyser l'état des toiles d'araignée dans les réseaux d'autobus en Allemagne. Donc ils ont trouvé des belles toiles d'araignée, ils voulaient savoir est-ce qu'on peut mesurer par exemple la pollution en regardant ces toiles d'araignée, en les analysant. Ou les murs, on pourrait même presque analyser les murs des immeubles. Oui, c'est ça. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait du vivant, c'est-à-dire comment les araignées, les toiles d'araignée supportaient ou portaient la pollution. Il s'est avéré que 10% du poids des toiles d'araignée, c'était des microplastiques. C'est-à-dire que les araignées ne capturaient pas seulement les petits insectes dont elles se nourrissent. Les araignées se trouvaient, elles aussi, alourdies dans leur tâche quotidienne par les microplastiques qui envahissaient les toiles d'araignée. Il faut juste préciser que le microplastique, c'est inférieur à 5 mm. Absolument, c'est minuscule, ça vole dans l'air. Donc on s'aperçoit que ça vole dans l'air. Et si ça vole dans l'air, c'est une mauvaise nouvelle pour nous tous, c'est qu'on en absorbe même par des canaux qu'on mesurait pas. On pensait qu'on absorbait des microplastiques en mangeant les poissons des océans, mais pas que. En allant dans la mer, mais c'est bien pire que ça. Ça va aussi dans l'air. Et si ces toiles d'araignée les reçoivent, nous les recevons de la même manière, et peut-être comme on est un peu plus volumineux qu'une toile d'araignée, certainement bien plus massivement. Alors, je vais vous dire, Jean-François, que ces microplastiques sont dangereux à 2 niveaux. D'abord, ils sont dangereux parce qu'on dit, et c'est sûr, qu'ils sont des perturbateurs endocriniens. Tout à fait. Ça, c'est un. Mais est-ce que vous saviez, par exemple, que ces microplastiques sont des aimants à toxines environnementales? Ça veut dire que la pollution se colle. Bien sûr. Donc, quand on absorbe des microplastiques, c'est pas seulement du plastique qu'on absorbe. On absorbe aussi toutes les toxines qui sont liées à ça. Et donc, en vérité, on est dans les emballages. On s'est aperçu qu'on avait pu substituer au plastique toutes sortes de matériaux. Mais dans les cosmétiques, par exemple, les entreprises cosmétiques, les laboratoires cosmétiques n'ont jamais cherché des alternatives sérieuses et définitives et durables aux microplastiques qui sont mis dans les tubes de produits. Alors c'est vrai, cela dit, il y a un grand développement des produits cosmétiques bio et qui font peut-être, eux, un effort de ce côté-là, pas suffisant. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'emballage, vous venez de le dire, mais maintenant il y a les textures des produits aussi qui... Mais ça compte, ça rentre en jeu. C'est en ça que cette étude est intéressante, parce que elle rompt avec les préoccupations habituelles et anciennes, en disant mais il y a d'autres points où il faut commencer à être efficace et il va falloir commencer sérieusement à modifier les process de fabrication d'énormément de produits sur la planète. Revenir à ce qu'il y avait il y a 50 ans, parce que finalement l'industrie du plastique s'est développée après-guerre. Oui, et puis c'est une industrie qui a fait énormément de lobbying pour introduire le plastique partout. Là, déjà, ne serait-ce que dans ce studio... On a substitué au bois, on a substitué à beaucoup de choses. Dans ce studio-là, on est entouré de plastique, absolument. Jean-François. Oui, ça mais va partout, être très, très dur, absolument partout. Mais il faut absolument que l'ampleur des moi je donne
donnerai à la fin, quand on parlera des bouts de chou, je donnerai quelques conseils aussi là-dessus. Je voudrais juste vous donner un chiffre qui va vous faire froid dans le dos. Je vais le répéter plusieurs fois parce que je l'ai lu. En fait, j'ai lu 15 fois de suite parce que je ne comprenais pas. C'est une étude de WWF. Est-ce qu'on peut faire confiance à WWF? Oui, absolument. Ils sont totalement fiables. Est-ce que vous savez combien de plastique on absorbe en une semaine? Non, ça, ce chiffre, je ne le connais pas. C'est même pas un chiffre. Je vais vous donner juste une image, une carte de crédit. Ah oui, bien sûr. Une carte bien sûr. de crédit, oui, non, mais ça, c'est... nous absorbons la valeur d'une carte de crédit par semaine. Oui. Non, ça, le modèle de la carte de crédit, c'est intelligent parce que le World Wide Fund l'a représenté dans toutes ses campagnes pour sensibiliser le public aux microplastiques. Oui, parce que je peux vous donner un chiffre, mais est-ce que ça sera plus parlant quand on dit 250 grammes par an? On avale 250 grammes par an. Non, mais c'est énorme. Mais une carte de crédit, ça franchement, c'est énorme. Ça fait mal. Mais 250 grammes par an, c'est quand même énorme. C'est énorme aussi. C'est quand même énorme. Voilà. Donc, c'est trop de toute façon, puisque ça rentre pas dans le processus alimentaire. Donc, c'est un perturbateur aussi du système dans toute sa complexité, puisque pratiquement, on va avoir du microplastique dans tous les organes du corps. Alors, moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait contre le plastique? Alors, c'est vrai qu'on a vu les sacs dans les supermarchés se transformer en sacs carton, papier, super. Mais il y a des matériaux non fabriqués à partir des hydrocarbures qui ont exactement toutes les qualités du plastique. Donc, on n'a même plus le prétexte de dire il n'y a pas de substitut. Il y a un substitut pour tout, absolument pour tout. On peut avoir des objets qui sont solides, qui remplacent le plastique. On peut avoir des objets qui sont un peu comme ça, souples, comme des sacs plastiques initialement, et le remplacer. Hein. J'ai commencé moi à trouver chez mes fournisseurs bio des produits qui sont livrés dans des emballages qui n'ont plus 1 millimètre de plastique. Alors, il est vrai on trouve plus de couverts en plastique, des petits couverts, c'est rare, et il y a vraiment un effort qui est fait de ce côté-là. On a du bambou, à la place, pas assez, on a du carton. Message au monde cachère, pas assez chez les fournisseurs cachères. Chez les fournisseurs cachères, on trouve encore trop souvent du plastique un peu partout, et ça, c'est pas bien. Il y a toujours un métro de retard. Un métro de retard, mais même 2 métros de retard. Donc là, il va falloir changer les choses. Donc ces microplastiques, aujourd'hui, le constat est catastrophique. Est-ce qu'il y a des effets d'annonce? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites ou qui se développent, ou ça se développe peu à peu finalement? Oui, je pense qu'on refera un numéro spécial sur le plastique. On peut dire que les consommateurs sont à la base finalement, parce que s'ils n'achètent plus de plastique... Ah oui, on entend souvent un consommateur refuser des couverts en plastique quand ils lui sont encore proposés. Ça devient quelque chose d'un peu militant maintenant. La consommation est devenue militante. Donc, Alors on est entré en été, on est là depuis hier en fait, on est en été, et vous vouliez parler aussi aujourd'hui dans ce numéro avant-dernier, avant les grandes vacances, parler des incendies. Oui, alors les incendies de forêt, c'est toujours un drame. Moi l'été, quand il m'arrive de passer, je me souviens il y a quelques années, je passais en train devant, parce qu'on circule qu'en train, donc je passais en train devant une forêt à la limite entre la France et l'Espagne, et on voyait des hectares et des hectares de forêt calcinée, donc ça fait toujours mal au cœur. Et alors, en Corse, on démarre quelque chose d'un peu nouveau. On essaye de faire de la simulation, on fabrique des faux incendies dans des endroits qui sont spécialement dédiés pour pouvoir suivre en temps réel comment le feu progresse et comment il évolue. Et donc, ça permet d'avoir une sorte de prévention par la simulation. C'est une nouvelle méthode, elle a rarement été employée jusqu'à présent, et on a réussi à reconstituer de véritables situations, par exemple, comment l'incendie réagit à l'approche des premières maisons. Qu'est-ce qui se passe au niveau des maisons pour pouvoir prévenir les incendies? Donc finalement, ils vont essayer de trouver un protocole pour éteindre ces incendies plus rapidement. Absolument. Bon. Alors on va terminer peut-être, Jean-François, avec les tout petits. Alors moi j'ai encore une news. 35 scientifiques, dont des experts du GIEC, se sont mis à la disposition plusieurs jours par semaine des nouveaux députés
députés ou même des anciens députés à l'Assemblée nationale pour les former aux questions climatiques et environnementales. Donc bravo, on va voir ce que les députés vont en faire. Bon. Là, c'est tout un programme, voilà, mais les scientifiques, eux, ils sont au rendez-vous. Si les députés ne sont pas au rendez-vous, les scientifiques le sont. En tout cas, et donc, ils n'ont plus aucune raison de méconnaître, et c'est valable pour tous les partis. Je pense que pas moins les écologistes que les autres ont du taf pour comprendre exactement ce qui se passe au niveau environnemental. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait mettre le papier au-dessus de la pile à l'Assemblée nationale, c'est pas faux là. C'est pas faux du tout. Je pense qu'il faut aussi les former sur les microplastiques. Absolument. Bon, on va faire confiance à ces 35 scientifiques. Et puis évidemment, donc on va terminer avec les bouts de choux. Alors les bouts de choux, vous avez entendu parler d'araignées et de microplastiques. C'est une fois de plus la preuve que les araignées qui mangent toutes sortes d'insectes parasites ou dangereux sont aussi utiles pour capturer les microplastiques dans leur toile. Donc, ne détruisez pas les toiles d'araignées, ne tuez pas les araignées. Surtout, quand vous voyez une toile d'araignée, regardez bien d'abord, c'est joli, photographiez-la plutôt que de la détruire. Et aussi, faites attention à ne pas tuer des araignées. Ça sert à rien de tuer des araignées. C'est même un acte négatif puisque ce sont des animaux tout à fait utiles. On dit d'ailleurs que lorsque une araignée est dans une pièce, c'est que la pièce est saine. Exactement. Et elle va attraper par exemple des moustiques qui eux piquent. C'est mieux d'avoir une araignée que des sprays Et polluants. puis parce que les sprays polluants, vous voulez respirer. Et voilà. Merci Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne semaine.